bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne, l'élément à travers l'art et la littérature. J'ai le plaisir d'avoir Raphaël Juge à mes côtés ce soir pour vous parler de ce sujet passionnant. Un sujet qu'elle parlera bien mieux que moi. Quelques petits mots sur l'ASL. L'ASL a donc été créée en 1980, il y a une quarantaine d'années, alors que là qu'elle est mal. C'est une association franco-suisse, forte aujourd'hui de près de 4000 membres, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et surtout de référence scientifique. Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'ASL de toujours se positionner d'un point de vue scientifique sur les différents sujets sur lesquels on se positionne. Qu'est-ce qu'on fait? Des actions sur le terrain, en impliquant toujours la société civile. Là encore, ça fait partie de l'ADN de l'ASL, d'impliquer les citoyens dans nos actions. Beaucoup d'informations, de sensibilisation, notamment auprès du jeune public dans les écoles. Participe à l'élaboration de politiques publiques, qui nous permet de mettre la pression sur les autorités dans le but toujours de préserver le Léman et sa région. Et finalement, des enquêtes, des recherches et ces derniers temps, surtout sur la thématique du plastique. Donc, une brève petite introduction de ma part sur la thématique du soir, le Léman à travers l'art et la littérature, ce fameux Léman qui a été encensé par l'art et la littérature. Et en préparant cette conférence avec Raphaël, on s'est dit qu'on aurait pu l'appeler, mais c'était un petit peu long, mais on aurait pu l'appeler aussi le Léman, un encrier où tout le monde a trempé sa plume. Une phrase de Jacques Chessex. Sa plume et le pinceau, bien évidemment. Donc, peut-être que le vrai titre ce soir de cette conférence, c'est le Léman, un encrier où tout le monde a trempé sa plume et le pinceau. Je passe la parole à Raphaël pour se présenter brièvement. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Je te laisse nous dire un peu qui tu es. D'accord. Alors, je suis biologiste de formation. J'ai travaillé à l'Université de Genève comme biologiste écologue. J'ai travaillé sur tous les lacs suisses, essentiellement pour faire des recherches sur la biodiversité. Et actuellement, je suis retraitée. Je suis membre fondateur de l'Association pour l'Association pour la sauvegarde du Léman, j'y arriverai. Et mes passions sont diverses. J'aime la nature, j'aime beaucoup le lac, évidemment. Et surtout depuis que je suis à la retraite, je m'intéresse de plus en plus à l'art, à des choses que je ne pouvais pas vraiment approfondir. Enfin, approfondir, c'est un grand mot, mais disons dont je ne pouvais pas vraiment profiter avant. L'art, le théâtre, la littérature et la musique. Merci Raphaël. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par un petit historique, bref historique de cette longue histoire qui allie le Léman avec l'art et la littérature. Où est-ce que tout ça a commencé finalement? Quels sont les premiers à avoir présenté le Léman dans différentes œuvres? La parole est à toi. Il y a d'abord un petit tour dans l'histoire. On va poser le cadre en quelque sorte, le décor. En fait, assez vite, on va se rendre compte qu'assez rapidement, le Léman va bénéficier, enfin, il va avoir beaucoup de chance. C'est surtout la région et ses habitants qui vont avoir beaucoup de chance. Parce que cette région va être bénie des dieux en quelque sorte, elle va pouvoir prospérer. Donc, je commence. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un florilège, enfin, c'est un grand mot, un petit échantillon, un minuscule échantillon de toutes ces richesses littéraires et artistiques que le Léman a engendrées. Et vous expliquer pourquoi, justement, c'est pour ça qu'on fait un tour dans l'histoire, c'est de vous expliquer pourquoi et comment il a été autant encensé, ce lac. En fait, les rives lémaniques sont colonisées très tôt, au néolithique, 4000 ans avant notre ère. La colonisation des rives lémaniques commence par l'homme. Il y a des traces de présence humaine bien avant, à partir de 12 000 ans avant Jésus-Christ, au Paléolithique. Une fois que le glacier s'était retiré, le glacier du Rhône avait fondu, il y a eu des nomades, chasseurs-cueilleurs qui passaient par là de temps en temps.
mais c'est surtout à partir du néolithique que les rives lémaniques sont colonisées par l'homme et l'agriculture se développe, ce qui fait que les gens sont sédentarisés en quelque sorte. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, en fait, la région et puis les Alpes aussi servent déjà un peu de plaque tournante pour la circulation des populations et des marchandises entre le sud et le nord de l'Europe. Ça commence donc très tôt. Et du 4e au 15e siècle, la population prolifère, notamment sur les rives du lac et à Genève en particulier. Elle est composée, elle est composée d'artisans, de commerçants qui, grâce grâce au péage imposé pour traverser le Rhône, notamment Genève s'enrichit particulièrement et impose donc avec ces péages ça lui permet de s'enrichir particulièrement. Le seul bémol qu'on peut mettre à la tranquillité de cette région et à son développement, c'est les comtes de Savoie qui sont tellement avides de conquérir Genève et qui viennent régulièrement faire les trublions, mais évidemment, ils se heurtent à une résistance farouche de la part des Genevois notamment. Enfin, c'est surtout Genève qui est visée parce que c'est le lieu justement où la prospérité est la plus grande en raison de cette traversée du Rhône. Ensuite vient l'avènement de la Réforme. Alors là, tout change. La situation change du tout au tout. Le calvinisme s'impose et attire une migration très importante de familles protestantes, en général assez aisées, riches, cultivées, qui viennent d'Italie, des Pays-Bas et surtout de France. Ce qui fait que la prospérité de cette ville va encore augmenter. Genève anéantie, enfin à la fin au tout début du siècle suivant, du XVIIe siècle, Genève anéantit définitivement toute ambition savoyarde de conquérir Genève, notamment pendant la fameuse escalade en 1602. Donc, les Savoyards ne vont plus chercher à conquérir Genève à partir de ce moment-là. Et le Léman devient dès lors le centre névralgique d'un essor économique particulièrement important, commercial, mais pas seulement à Genève, sur toute la rive nord et aussi la rive sud, un peu moins parce que la maison de Savoie est très présente, elle est aussi en haut nord, mais quand même de manière moins forte. Donc un essor commercial, les foires de Genève sont très connues en France notamment, un essor industriel avec les indienneries, le développement de l'horlogerie, et financier à partir du XVIIIe siècle, des banques commencent à naître, pousser comme des petits champignons en ville de Genève notamment. C'est aussi le lieu d'un centre, d'un essor économique, d'un essor intellectuel, avec le développement des sciences, de la philosophie. Il faut dire que Calvin avait fondé l'Université de Genève, l'Académie de Genève à cette époque-là. Donc les sciences, la philosophie, la politique et l'art sont vraiment très développés dans cette région et particulièrement à Genève. Les dissensions politiques et religieuses demeurent, mais elles s'atténuent après le rattachement des cantons romans à la Confédération suisse entre 1803 et 1815. Ensuite, à partir du 19e siècle, le Léman est vraiment the place to be. C'est devenu un lieu de villégiature qui s'accentue avec l'avènement du chemin de fer.
Il y a des palaces qui poussent comme des champignons aussi dans toute la région et ça attire énormément de monde. La vie culturelle est intense. Il y a toute une élite intellectuelle et artistique de premier plan qui vient chercher l'inspiration autour du Léman et notamment se précipite au début du 19e siècle chez Madame de Staël, Germaine de Staël, dans son château de Coppet, où elle tient un salon culturel et politique de très haut vol. D'ailleurs, en tant que grande ennemie de Napoléon, elle va être très peu appréciée, son activité politique va être très peu appréciée de Paris. Plus tard, les grandes villes, les grandes villes dans le 19e siècle et le 20e siècle joueront un rôle, notamment Lausanne et Genève, un rôle de premier plan sur l'échiquier géopolitique mondial. La première institution serait probablement le CICR qui a été fondé en 1863. Magnifique. Donc voilà pour ce petit rappel historique. Merci Raphaël. Voilà. Donc c'est vraiment la prospérité de Genève qui permet au Léman aussi d'attirer autant de monde. Donc on passe maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec oui, ses premières œuvres. Alors là, c'est un peu un petit clin d'œil parce qu'en fait, il ne va pas se passer grand-chose jusqu'au siècle dont je vous parle. Mais il y a quand même Jules César qui a passé par Genève et qui parle du Léman. Évidemment, il ne chante pas la beauté des Lémans, il s'en fiche royalement. Ce qu'il veut, c'est empêcher les Helvètes de passer le pont du Rhône. Donc, il a écrit, alors je vous ai mis la version latine aussi. Donc, César, apprenant que les Helvètes se disposent à passer par notre province, arrive à Genève, ordonne de lever dans toute la province le plus de soldats qu'elle peut fournir et fait rompre le pont de Genève. Donc, c'est Pontem qui erat ad Genevam iubet rescindi. Il dit aussi un peu plus loin, toujours dans des Bello Gallico, là, les commentaires sur la guerre des Gaules qu'il est en train de mener, César, il parle toujours de lui à la troisième personne, bien entendu. César, elle va depuis le lac Léman que traverse le Rhône jusqu'au mont Jura, un rempart de 19 000 pas de longueur et de 16 pieds de hauteur, un fossé étudiant. Donc, à la Lémano, qui influmen rodanum influit perducit. Donc ça, c'est le premier écrit. Évidemment, ce n'est pas très poétique, hein, vous me direz, mais enfin, c'est quand même le premier. C'est un des premiers, c'est le premier que j'ai trouvé en tout cas. Après, beaucoup plus tard, la première image qui représente réellement le Léman, c'est la pêche miraculeuse de Conrad Witz, qui a été peinte en 1444. Il s'agit d'un retable qui se trouvait dans la cathédrale Saint-Pierre et qui était un triptyque en fait à la base, mais qui a mal supporté l'iconoclasme protestant qui a pas mal ravagé l'œuvre. Donc, il est resté deux panneaux en fait, dont la pêche miraculeuse. Et c'est très intéressant parce que c'est probablement la première fois qu'un paysage réel, la topographie respectée, la fidélité est totale avec le paysage réel. Donc, on voit très bien ici la rade de Genève, le coteau de Colonie, les Voirons, le Maule, le Petit Salève, derrière le Petit Salève, la chaîne des Arabies, et puis derrière le Maule, on devine le Mont Blanc. Donc, cette œuvre est d'un très grand intérêt. Donc, elle représente la pêche miraculeuse et Jésus marchant sur les eaux, puis les 2 ou 3 autres récits bibliques de l'Évangile plutôt. Ce qui est remarquable aussi sur cette œuvre, c'est la manière dont il a traité l'eau.
c'est assez étonnant pour cette époque-là, c'est vraiment très, très intéressant. Et on devine même tout en bas à gauche des bancs de molasse qui montrent que probablement déjà à cette époque, on exploitait la molasse dans le lac pour faire des constructions. Voilà, ça concerne les premières œuvres qui ont été, enfin, supposées être les premières œuvres, on n'est jamais complètement sûr, mais ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, en fait, que le Léman va vraiment attirer beaucoup de monde. Et on se demande, va attirer surtout des artistes, des poètes qui louent la beauté et l'attrait mystérieux de ce lac. Et on peut se demander pourquoi, quel est le phénomène, quels sont les phénomènes qui engendrent un tel engouement. Eh bien, la première explication, la raison principale probablement pour l'attirance qu'exerce le Léman, c'est le Grand Tour. Le Grand Tour, c'était très tôt, déjà à partir du XIIe siècle, mais surtout à partir du XVIIe siècle, c'est une manière de voyager. En fait, je vous ai mis une définition ici, que c'est un voyage initiatique destiné aux jeunes aristocrates du nord de l'Europe que leur famille envoyait par faire leur connaissance dans le sud de l'Europe. En fait, le but était d'aller en Italie, voire en Grèce, même certains allaient jusqu'en Égypte, pour découvrir le monde. Évidemment, c'était réservé à une élite, surtout des gens qui avaient les moyens, des aristocrates, des notables, et ces gens venaient essentiellement de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Scandinavie, des Pays-Bas. Et il y avait parmi eux de nombreux poètes et écrivains et artistes. D'où la réflexion de Chesset sur l'encrier. Voilà. Donc, la seconde raison, c'est la prospérité économique dont on a déjà parlé. Donc, la prospérité de la région de Genève et l'activité intellectuelle aussi intense. Vous voyez ici une image représentant la montée au Mont Blanc de Horace Bénédict de Saussure, qui est un savant genevois très, très ambitieux et qui a découvert plein de choses et qui est très intéressant. Et puis à droite, vous avez une vision d'une horlogerie où on voit que les horlogers se mettaient toujours à l'étage supérieur pour avoir une meilleure visibilité, pour avoir plus de lumière. C'est typiquement un atelier d'horlogerie genevois ou le genevois, ça dépend où se trouvait. Alors donc, à partir le Grand Tour donc, permet à plein de gens de faire des voyages et de venir dans la région. En fait, le Grand Tour s'élargit assez rapidement pour, disons, attirer simplement des bourgeois nantis. Et puis, avec le chemin de fer, évidemment, que le tourisme devient plus démocratique et il y a de plus en plus de monde qui vient découvrir le Léman et les Alpes. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Grand Tour, bon, amenait les gens en Italie, mais comme il passait forcément par la France et qu'ils étaient éblouis, surtout les gens qui venaient des pays plats du Nord, quand ils arrivaient, passaient par Genève ou par Lausanne, et quand ils arrivaient sur les bords du lac et près des Alpes, ils étaient absolument fascinés par la beauté de ces paysages. Et c'est comme ça que le Léman est devenu en fait incontournable et que, par oui dire, petit à petit, énormément de gens sont venus se ressourcer sur ces rives. Donc, c'est entre 1750 et la Seconde Guerre mondiale que la création des œuvres les plus abouties, les plus innovantes, les plus belles a été particulièrement abondante. Magnifique. Donc maintenant, on va passer à la présentation de quelques œuvres
Voilà. Commençons par la littérature. Bon, commençons par la littérature. Alors, les écrivains, ils sont fascinés par le lac parce que c'est une source d'émotion pour eux. L'important, en fait, c'est pas tellement ce qu'ils voient, mais l'effet que ça leur fait. Et tous leurs écrits, vous allez le voir, montrent à quel point ils personnalisent le lac. C'est leur lac. Ils en font comme un confident, en quelque sorte. Et c'est assez intéressant de voir comment ils le décrivent. Je vais vous lire des petits bouts de texte qui vont vous montrer ça. Et je voulais remémoire la précédente parce que Henri-Frédéric Amiel, qui est un écrivain du 19e siècle, pardon, suisse, a beaucoup pas beaucoup écrit sur Léman, mais a écrit un immense journal intime de combien de volumes, 12 ou 16 volumes. Et il était aussi très attiré par le lac et il dit un paysage quelconque est un état de l'âme. Et ça, c'est tout à fait dans ce que vous allez pouvoir, dans ce dont vous allez pouvoir vous rendre compte à la lecture des textes. Alors, on va commencer par Rousseau et Byron, parce que alors ça, ils vont faire une pub pour le Léman absolument incroyable, avec ce qu'ils écrivent et avec ce qu'ils sont aussi. Ce sont les meilleurs agents publicitaires du Léman. Avec eux, le Léman devient un véritable mythe, un lieu de pèlerinage romantique incontournable pour des tas de personnes, des tas d'écrivains et de personnes qui ont lu leurs écrits. Alors, Jean-Jacques Rousseau est un écrivain donc genevois qui est un contemplatif. Byron, alors on en reparlera, je laisse ça comme ça. Byron, c'est tout le contraire. C'est une fripouille, en fait. C'est un génie sur le plan de la poésie, mais en fait, c'est un personnage extrêmement sulfureux. D'ailleurs, il a été chassé d'Angleterre parce qu'il avait fait un enfant à sa demi-sœur, il avait des relations à gauche, à droite et pas seulement avec des femmes. Enfin, vraiment, pour le puritanisme anglais, c'était une catastrophe, ce garçon. Il était très beau, il avait beaucoup de charme et il a écrit des choses magnifiques. Voilà, donc je vais commencer par Rousseau, qui est né dans cette affaire, et je vais vous lire deux extraits, un extrait des Confessions de Rousseau. L'aspect du lac de Genève et de ses admirables côtes eut toujours à mes yeux un attrait particulier que je ne saurais expliquer et qui ne tient pas seulement à la beauté du spectacle, mais à je ne sais quoi de plus intéressant qui m'affecte et m'attendrit. Un autre extrait, Julie ou la Nouvelle Héloïse. Alors, Julie et la Nouvelle Héloïse va être en fait le roman d'amour malheureux, magnifique œuvre, qui a eu à sa publication un succès phénoménal et qui va aussi être, qui se passe en partie sur le Léman et qui va aussi être une sorte de publicité pour attirer du monde autour du lac. Plus je m'approchais de la Suisse, plus je me sentais ému. L'instant où, des hauteurs du Jura, je découvris le lac de Genève fut un instant de ravissement et d'extase. La vue de mon pays, de ce pays chéri, où des torrents de plaisir avaient inondé mon cœur, cette terre riche et fertile, ce paysage unique, le plus beau dont l'œil humain fut jamais frappé. Je doute de rien. Tout cela me jetait dans des transports que je ne puis décrire et semblait me rendre à la fois la jouissance de ma vie entière. Vous voyez à quel point il est lyrique. Et Byron, je vais vous lire trois petits textes de Byron qui sont issus d'extraits du pèlerinage de Childe Harold, chant 3, donc un poème que Byron a écrit évidemment en vers. Là, la traduction, elle est en prose et c'est considéré comme une œuvre
extrêmement importante pour les gens de langue anglaise. C'est probablement un des plus grands écrivains de langue anglaise. Enfin, il est considéré comme tel, malgré sa réputation. J'aime le lac et sa nappe de cristal, miroir où les étoiles et les montagnes voient reproduire leur image tranquille dans la profondeur de cette eau limpide qui reflète leur forme et leur couleur. Limpide l'élément, le contraste de ton lac paisible avec le vaste monde au milieu duquel j'ai vécu, m'avertit par son silence d'échanger les eaux troubles de la terre contre un cristal plus pur. La voile de la nacelle sur laquelle je parcours ta surface semble une aile silencieuse qui me détache d'une vie bruyante. J'aimais jadis les mugissements de l'océan furieux, mais ton doux murmure m'attendrit comme la voix d'une sœur qui me reprochait d'avoir trop aimé des sombres plaisirs. Et là, il fait effectivement directement allusion à cette demi-sœur à qui il a fait un enfant. L'aurore reparaît avec sa rosée matinale, son haleine embaumée. Ses joues rougissantes, son sourire écarte le nuage. Joyeuse comme si la terre ne contenait pas un seul tombeau, elle ramène le jour, nous pouvons y reprendre la marche de notre existence et moi, ô l'aimant, je continue à méditer sur tes rives. C'est beau, non? Donc, vous voyez à quel point le lyrisme de ces paroles vont avoir un effet assez extraordinaire sur toute une série de grands écrivains. Et je vais vous lire ce que ces messieurs, en venant au bord du lac, nous ont laissé. Alors, il y a ces quelques petits échantillons, hein, il y a eu plein d'écrivains et plein d'écrits, des mêmes écrivains qui ont fait des textes absolument magnifiques. Alors, j'ai fait un petit choix ici. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, donc écrivain français du 19e siècle. J'apercevais de l'autre côté du lac la maison de Lord Byron, dont le faîte était touché d'un rayon du couchant. Rousseau n'était plus là pour admirer ce spectacle et Voltaire, aussi disparu, ne s'en était jamais soucié. En fait, il est un peu méchant parce que Voltaire s'en est soucié. Pas beaucoup, c'est pas un grand poète, en tout cas, c'était parce qu'il... Mais il a même acheté, donc il vivait à Genève et à Ferney, mais il avait acheté une maison sur les Hauts de Lausanne pour pouvoir profiter de la vue du lac et il en parle dans certains écrits. Donc, il s'en est pas complètement fichu. Ensuite, Lamartine. Alors, Lamartine, il a, bon, Autant suspend en veille, etc. C'est le lac du Bourget, mais il a aussi beaucoup aimé le Léman et il a écrit notamment dans Ressouvenir du lac, une œuvre de Lamartine, aussi un écrivain du 19e siècle, un poète plus qu'un écrivain, et un homme politique aussi. Chateaubriand aussi d'ailleurs, qui avait eu pas mal de problèmes, qui avait dû s'exiler un certain temps. Pour moi, cygne d'hiver, égaré sur tes plages, qui retourne affronter son ciel chargé d'orage, puissais-je quelquefois dans ton cristal mouillé, retremper haut l'aimant mon plumage souillé. Puissais-je comme hier coucher sur le pré sombre où les grands châtaigniers déviants penchent l'ombre, regarder sur ton sein la voile du pêcheur, triangle lumineux, découper sa blancheur. Écoutez, attendri, les gazouillements de vagues que viennent à mes pieds balbutier des vagues, et voir ta blanche écume en brodant tes contours, monter, briller et fondre, ainsi que font nos jours. Alexandre Dumas, aussi passé par là, il a visité toute la Suisse et à propos du Léman, il dit « Quant au Léman, c'est la mer de Naples. C'est son ciel bleu, ce sont ses eaux bleues, et plus encore ces montagnes sombres qui semblent superposées les unes aux autres, comme les marches d'un escalier du ciel. Puis derrière tout cela apparaît le front neigeux du Mont Blanc. » Victor Hugo, lui aussi, il aime les escaliers, vous allez voir. Je voyais le lac au-dessus des toits,
les montagnes au-dessus du lac, les nuages au-dessus des montagnes et les étoiles au-dessus des nuages. C'était comme un escalier où ma pensée montait en marche, de marche en marche, et s'agrandissait à chaque degré. J'avais devant moi un ciel d'été, le soleil, des coteaux couverts de vignes mûres et cette magnifique émeraude du Léman enchâssée dans des montagnes de neige comme dans une orfèvrerie d'argent. Très beau style. Ensuite, Henri Frédéric Amiel, dont on a déjà parlé tout à l'heure, à propos du paysage qui est un état de l'âme, il écrit aussi dans son journal intime, enfin, il a écrit à peu près que ça, mais c'est un énorme pavé. Du côté du nord, le lac était d'un vert glauque sur ma gauche et d'un bleu noir étrange sur ma droite. Le Jura bleu et tout le paysage veiné d'ombre et de lumière avait une grandeur sévère. Tolstoï aussi a passé par là et il le dit dans une lettre. Le lac frissonne à peine, le soleil frappe perpendiculairement sa surface bleue et les voiles déployées sont immobiles. Il a écrit d'autres choses, d'autres phrases, enfin d'autres. On passe à Ramu, on passe plutôt pratiquement au XXe siècle, où Ramu est vraiment l'écrivain du Léman en quelque sorte. Donc c'est un écrivain suisse que vous connaissez sûrement, et qui, dans son journal et dans différentes œuvres, décrit beaucoup d'endroits en Suisse, dans les Alpes et tout, et particulièrement le Léman au bord duquel il habitait d'ailleurs. Nous autres, nous avons le lac. Il est vaste, il a l'air d'une perle au fond de sa coquille. Les montagnes et les collines qui le bordent s'élèvent de toutes parts, avec fougue ou avec mollesse, et sans jamais l'enserrer étroitement, le retiennent néanmoins prisonnier. Il modèle à son image les vagues qui se penchent sur lui. Il se sent si bien de vivre que sa vie débordante se mêle autour de lui à la vie des hommes. Nous qui habitons sur les rives du lac, nous savons qu'il est cause de beaucoup de nos joies. Ensuite, toujours de Charles Ferdinand Ramu, miroir de la vie et du ciel, un grand miroir est là où je me mire. Ici est notre Méditerranée à nous. Ici est une toute petite mer intérieure avant la grande. Il y a ici deux soleils et le vrai est celui d'en bas. Et les saisons qui ailleurs descendent du ciel, ici c'est du lac qu'elles montent. C'est original comme description. Une dernière petite phrase, un petit bout de phrase. Ici est-il dit, nous avons deux soleils et c'est à l'eau qu'on doit le vin. Voilà, alors, encore deux textes du XXe siècle. C'est Ernest Hemingway qui a passé aussi quelque temps en Suisse et notamment sur les bords du lac. Devant la maison où nous habitions, la montagne descendait à pic vers la petite plaine au bord du lac et nous nous asseyions sur la galerie de la maison au soleil où nous voyions les vignobles en terrasse avec leurs vignes tuées par l'hiver et les murs de pierre qui séparaient les champs et au-dessous des vignobles, les maisons de la ville. Dans le lac, il y avait une île avec deux arbres et les arbres ressemblaient aux deux voiles d'une barque de pêche. Les montagnes étaient abruptes et escarpées de l'autre côté du lac et là-bas, au bout du lac, s'étendait la vallée du Rhône, toute plate entre ces deux rangées de montagnes. Enfin, Nabokov a vécu très longtemps à Montreux. En fait, il a passé toute la dernière partie de sa vie, en tout cas il y a 25 ans, je crois, de sa vie au Palace de Montreux. Il est mort d'ailleurs à Montreux. Le beau lac rêveur, frisé de vaguelettes vertes, ruché de bleu, s'étendait vaste et serein, les surfaces lisses et claires alternant avec les espaces finement ridés. Voilà, donc c'est dans un roman, donc Vladimir Nabokov est un écrivain américain d'origine russe, vous connaissez probablement.
Voilà, alors maintenant, je pourrais continuer jusqu'à demain matin, mais je pense que vous ne serez plus là, donc je vais m'arrêter. Pour ce qui concerne les textes lus, parce que alors il y en a, il y en a et il y en a, il y aurait de quoi faire une anthologie de textes. Donc maintenant, on passe à la peinture, c'est ça? Oui, alors on passe à la peinture. Ouais. Alors, j'ai remis cette phrase, un paysage quelconque est un état de l'âme, parce que ce qui vaut pour les écrivains vaut aussi pour les peintres. Vous allez voir que s'ils sont aussi très introvertis dans leur manière de peindre, il y a beaucoup de styles différents. Bon, évidemment que cette production de peinture, c'est surtout entre 1750 et 1950. C'est là que la création est la plus importante, et notamment parce que, en fait, on sort à partir du milieu du XVIIIe siècle, on sort du classicisme et on voit que des tas de courants artistiques se manifestent, et on peut le constater particulièrement, notamment, pas seulement, mais notamment avec les tableaux qui représentent le Léman, ou du moins l'interprétation que les gens, que les artistes en font. Donc, les différents courants artistiques qui sont mis en évidence par ces artistes pendant ces 2 siècles, c'est le romantisme, le symbolisme, l'impressionnisme et l'expressionnisme surtout. Ensuite, alors, on va passer en revue quelques œuvres. Là, je commence par Turner. Turner est donc un peintre britannique, typiquement romantique, mais tellement impressionniste dans sa manière de peindre. Et là, on le voit, mais il va même dans certaines œuvres jusqu'à l'abstraction, tellement c'est senti plus que peint. Je ne sais pas comment dire, mais c'est des œuvres qui sont très fines, très belles, qui inspirent, quoi. Donc ça, c'est le Léman avec la dent d'Oche, vu des Hauts de Lausanne, qu'il a peint en 1841. Ensuite, Corot. Corot, c'est un peintre français qui passait pas mal de temps chez des amis à Genève, notamment à Dardani, et qui aimait beaucoup cette région, qui est un peintre très... Bon, c'est considéré comme un peintre réaliste, mais en fait, il est presque impressionniste. C'est déjà très proche de la peinture impressionniste, et c'est une vision très douce et très belle du lac. Ici, vous avez le quai des Paquis à Genève, tel qu'il était vers 1842 quand il l'a peint. Alexandre Calame, alors là, on est dans le romantisme, plutôt le réalisme. Alexandre Calame a fait beaucoup de tableaux dans les Alpes, notamment des orages et des choses comme ça. C'est un peu Sturm und Drang. Enfin, disons que c'était un peintre très riche et très intéressant. Et on voit dans ce tableau une certaine quiétude, et qui c'est pas ce qu'il a fait le plus souvent. Mais celle-là, c'est très bucolique. Courbet, c'est tout un personnage. C'est un peintre français romantique, très romantique, qui lui, alors c'est tout le contraire. On n'est pas dans le calme de Corot, ou on verra d'un Bossion ou même d'un Calame. Il a peint beaucoup de choses, de tableaux sur le Léman, parce qu'il y a vécu en partie. Il a dû s'exiler, il a eu plein d'ennuis parce que c'était un peintre à scandale, enfin considéré comme quelqu'un d'assez scandaleux, et puis qui a fait d'ailleurs des œuvres qui ont été censurées. Un échantillon tout à l'heure. Et qui était très impressionné par le Léman, et qui
lapin. D'ailleurs, il est mort à Villeneuve. Non, oui, c'est lui qui était à Villeneuve. Il est mort sur les bords du Léman parce qu'il a passé les 4 dernières années de sa vie sur les bords du lac. Bossion, c'est le peintre du lac. Enfin, il y en a 2. Vous verrez le suivant aussi. C'est le peintre du lac. C'est vraiment, il a peint le Léman, il en a peint énormément. Ici, c'est une très jolie vue du château de Chillon et c'est un dimanche de pique-nique avec sa famille qu'il a peint ici de manière très douce et très fine. C'est un peu comme Corot, c'est un impressionniste, enfin qualifié comme pas vraiment impressionniste, mais je trouve qu'il est assez impressionniste dans ses peintures. Ensuite, maintenant, on arrive sur Baudelaire. Baudelaire, c'est le 2e peintre du Léman. Donc là, c'est un peu plus tard. Donc, on est vraiment dans le symbolisme, l'expressionnisme. On change de style. C'est un peintre donc, suisse qui a aussi peint beaucoup de vues. Bon, il a peint beaucoup de choses très différentes, mais beaucoup de paysages et des paysages un peu partout en Suisse. Là, c'est une vue donc, de Chèvre, depuis Chèvre. Et la suivante, on voit qu'il peut avoir des styles un peu différents. C'est encore plus, on va vers une forme d'abstraction et certaines de ses œuvres, on est presque dans une totale abstraction. Il a fait plusieurs essais. Il a aussi beaucoup peint, je n'en ai pas mis là, mais beaucoup peint depuis son appartement qui se trouvait en face de l'acheter des paquis, des bains des paquis. Et il a peint beaucoup depuis sa chambre et avec le Léman fondu, surtout à la fin de sa vie. Vallotton, c'est un peintre suisse, enfin franco-suisse, il est né à Lausanne. Et lui aussi, c'est un symboliste, c'est un post-impressionniste qui a aussi fait de la gravure sur bois. Il a fait de très belles choses en gravure sur bois. Et passe au suivant. Et là aussi, donc, fait pas mal de paysages lémaniques dans des styles assez différents les uns des autres. Vous voyez, là, c'est très différent. On est plus symboliste. Dans le précédent, c'était plutôt de l'impressionnisme. Enfin, ça y ressemble un peu, en tout cas. Et il a une peinture très riche et très variée, en fait, Vallotton. Ensuite, Kokoschka, là, on passe dans l'expressionnisme pur avec Kokoschka qui a vécu aussi une partie de sa vie en Suisse, qui est mort d'ailleurs. C'est lui qui habitait Villeneuve. En fait. Donc, je crois qu'il était à Lausanne, je ne sais plus exactement. Bref, Kokoschka, lui, a peint, on voit ici une œuvre de 1923, et puis la suivante, le Léman aussi, peint en 1957. Donc, c'est assez différent, mais on est toujours dans l'expressionnisme. Kokoschka est un peintre autrichien et tchécoslovaque et britannique. Il a eu plusieurs. Il a pas mal navigué en Europe. Et on finira sur le surréalisme. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est parce que ce n'est pas évident si vous ne connaissez pas. Donc, c'est une œuvre de Marcel Duchamp, qui est un peintre, un plasticien plutôt, et un peintre français de cubiste et dadaïste surréaliste. Alors, cette œuvre que vous voyez là n'est pas un tableau, mais, passe à la suivante. Attends, reviens parce que je veux juste donner le titre, parce que c'est toujours aussi obscur. Étant donné la chute d'eau de le gaz d'éclairage. Voilà, c'est une installation, vous allez voir. Donc, voilà ce qu'il a fait. Donc, il a mis un corps de femme, en fait, c'est une sorte de poupée gonflable, qui est posée sur des branchages avec une photo derrière présentant un paysage. Et devant, il y a une
une porte en bois avec un trou dedans. Donc, la personne qui visite cette installation va regarder par le trou et voir ceci. Et ainsi, comme dit Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. Parce que ce n'est pas un tableau, mais le fait qu'il regarde par ce trou, voilà, il voit un tableau. Et que représente ce tableau? En fait, en quelque sorte, Duchamp a tourné le dos au Léman et il a regardé une cascade qui descendait. C'est le Forestais, c'est un petit ruisseau qui se jette dans le Léman et qui fait une cascade, c'est près de Rivard, près de Chèvres, par là-bas. Et en fait, le corps de la femme, c'est la chute d'eau, c'est la cascade. Et il s'est probablement inspiré d'un tableau de Courbet. Quand je vous disais que c'était un peintre scandaleux, effectivement, L'origine du monde est une peinture qui a été très censurée, qui a été décriée, etc. Enfin, bref. Donc, il semblerait que Duchamp s'est certainement inspiré de ça pour mettre cette poupée dans cette position. Et puis, elle tient un gaz d'éclairage. Et c'est aussi, c'est exactement le même geste que l'on retrouve dans une œuvre du Titien, l'amour sacré et l'amour profane. Et là, c'est l'amour sacré qui tient une lampe à huile dans sa main. Donc voilà une œuvre d'un peintre surréaliste, plutôt d'un installateur en quelque sorte d'œuvre surréaliste. Voilà. En marge de toutes ces productions de grands artistes qui remplissent les musées, il y a toute une production de petits tableaux, ou de plus grands d'ailleurs, qui ce sont des huiles, des aquarelles ou des gravures, et elles peuvent être reproduites parce que, en fait, on peut les reproduire et en faire des lithographies ou des gravures qui servent, disons, qui sont très demandées par les voyageurs et les touristes qui font leur séjour au bord du Léman. Donc, c'est entre 1750 et 1870 que de très nombreux petits maîtres, on les appelle les petits maîtres suisses, ont en fait peint des centaines et des centaines d'œuvres qui sont assez étonnantes. Ce sont des tableaux très fins généralement, et ça correspond à toute une époque. Et malheureusement, évidemment, cet art est mort tout simplement parce qu'il a été détrôné par la photographie. En fait, à partir de 1870, la production diminue énormément et s'arrête assez rapidement. C'est un art assez... C'est pas net, ça. Voilà, c'est dommage. Donc, ça, c'est Lausanne depuis l'esplanade de Montbenon. Alors, c'est bien parce que c'est aussi très documentaire, parce que il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne, il n'y a pas seulement des paysages. Et ça a permis d'avoir une bonne image aussi de la manière dont le lac était habité à cette époque-là. Une passe lente, voilà. Celle-là, elle est un peu plus nette, c'est de vue depuis Colonie, donc la rame de Genève. Le XXe siècle, alors le XXe siècle est déjà un peu plus décevant, dans le sens où des peintres, il va y en avoir, il y en a. J'ai d'ailleurs mis dans la bibliographie que je vous mettrai à la fin, j'ai mis la référence de peintres contemporains qui ont fait des œuvres sur le Léman. Il y a des choses assez intéressantes. Et donc, les écrivains, alors ça, c'est
c'est plutôt le désert sur le plan poétique, j'entends. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont écrites autour du Léman, sur le Léman, etc. Mais c'est plutôt des œuvres documentaires, historiques, ou des faits de société, ou des guides, en quelque sorte. Alors, par contre, on a pas mal d'auteurs ça, c'est un exemple, c'est Malfi, ou Malfi, je ne sais plus. C'est Malfi, c'est un peintre qui est décédé, je crois, il y a quelques années, et qui a fait des choses assez belles. Bon, là la production est vraiment pas bonne. Hein. Bon, désolée. Je crois que c'est la seule. Alors, des bandes dessinées, oui. Alors, on a produit pas mal de bandes dessinées qui font allusion au Léman. Il y a eu Hergé avec l'affaire Tournesol. Il y a 2 albums d'Alix qui sont consacrés à l'Helvétie, où on voit des paysages lémaniques. Il y a Exem qui a une forte production et qui a pas mal aussi fait de choses sur le Léman. Ici, c'est une affiche d'Exem qui représente, qui fait allusion à, elle doit être toute assez récente puisqu'elle fait allusion aux munitions qui traînent au fond du lac. Exem a d'ailleurs aussi travaillé pour l'ASL et a fourni pas mal de dessins à l'ASL. Les autres, Odysseus aussi, c'est une BD très récente qui parle aussi des munitions qui sont dans le lac. Il y a beaucoup d'autres BDistes qui ont fait des choses sur le Léman. Je me contente de citer cela. Des photographes. Alors, les photographes, ils ont remplacé les peintres. Et puis même un peu les poètes, parce que là, il y a une production, alors il y en a à l'appel des photographes et ils sont pour la plupart excellents. Les photographes professionnels qui, d'ailleurs, publient pas mal de bouquins, des bouquins d'art que l'on peut trouver sur le Léman, il y en a pas mal. Et ces photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ont souvent une très, très belle vision du lac. Ils sont très poétiques, certains, ou alors c'est très violent. Enfin, vraiment, il y a une variété extraordinaire dans la production photographique qui est vraiment l'art actuel qui met le mieux en évidence le Léman. Alors, je vous cite je vous laisse lire les noms de quelques photographes. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont très généreux avec l'ASL parce que ce sont des photographes, enfin, les professionnels sont des photographes qui vendent leurs œuvres et très souvent, ils nous offrent les œuvres pour une utilisation, soit pour les maniques, soit pour d'autres usages. Et nous les remercions d'ailleurs régulièrement quand ils nous offrent des œuvres. Le cinéma a attiré beaucoup de cinéastes. Le Léman a attiré beaucoup de cinéastes depuis les Frères Lumière. En 1896, ils sont venus filmer les bateaux à vapeur depuis le port d'Évian jusqu'à Godard actuellement. Et Cocteau, Chabrol, Louis Malle, enfin il y en a beaucoup qui ont filmé des scènes de leurs films, qui ont voulu filmer certaines scènes au bord du lac. Il faut dire que, bon, justement, ça permet de recréer des ambiances assez particulières et ça a été largement exploité par les cinéastes. Et surtout Godard qui, lui, a très, très bien su et très finement utiliser les différentes atmosphères que le lac dégage pour illustrer et sublimer ses plans de vue. Voilà. Donc, voilà pour le cinéma. Et finalement, en musique, c'est assez décevant aussi, la musique. Il n'y a pas grand-chose. En fait, Richard Strauss, Stravinsky, Prokofiev ont vécu au bord du lac, mais je n'ai pas connaissance qu'ils se soient vraiment inspirés du Léman dans leurs œuvres. Peut-être que
certains, peut-être que je connais mal. Il faut dire que j'ai beaucoup moins regardé ce qui se passait au XXe siècle, effectivement. Alors, je retiens quand même une œuvre très particulière, c'est le groupe de hard rock britannique Deep Purple, dont la chanson la plus célèbre, c'est Smoke on the Water, et qui est en fait, qui retrace et qui évoque l'incendie du casino de Montreux qui a eu lieu en 1971. En fait, ils étaient là, ils étaient devant le casino, et ils ont vu la fumée s'étendre sur le lac et puis le ciel s'embraser. Et je vous mets là quelques paroles de cette chanson. Et je remarque donc, je fais remarquer qu'il écrit Funky Claude was running in and out, pulling kids out on the ground. Donc, il fait allusion là à Claude Knox, qui est le fondateur et le grand organisateur qui est décédé actuellement du festival de Montreux. C'est vrai que ces gens qui viennent de loin et qui tombent sur ce paysage qu'ils ne connaissent pas, les natifs des lieux, les natifs du Léman, ils le voient depuis longtemps, ils le connaissent bien. Les autres, ils sont très surpris quand ils arrivent au bord de ce lac. Et beaucoup disent, tout d'un coup, on arrive, par exemple, en train, on arrive en dessus de Berglion, là, en dessus du lac, et tout d'un coup, il y a cette mer qui est là devant nous. C'est assez exceptionnel. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont été particulièrement frappés par la beauté du lac. Surtout ceux qui s'intéressaient au Léman lui-même en tant que tel, pas seulement au reste, je veux dire, aux Alpes et tout ça. Ça aussi, ça impressionnait beaucoup les gens qui venaient du Nord, surtout ceux qui venaient, par exemple, des Pays-Bas. C'est vraiment des paysages très curieux pour eux. Enfin, c'est une explication comme une autre, hein, lorsqu'elle vaut. Voilà. Merci. Alors, il n'y a plus de questions. Je propose d'ouvrir le parquet s'il y a des questions spontanées. S'il y a des gens qui ont des remarques ou des questions. Oui, Christian Raymond, j'ai une remarque par rapport au fait qu'on a parlé de la bande dessinée et puis que… J'entends rien. C'est avec celui-là, tiens. Hop. Il faudrait recommencer la question. Alors, Christian, j'avais une remarque par rapport à la bande dessinée parce que j'ai lu plusieurs fois qu'on parlait de Topfer avec ses voyages en zigzag autour du Léman comme étant le père de la bande dessinée. Et c'est là, bien sûr, autour du Léman qu'elle est née. Voilà, c'était juste une remarque. Hein. Oui, alors, effectivement, Topfer, j'aurais aussi pu en parler. J'aurais pu parler de plein d'autres écrivains et de plein d'autres peintres ou dessinateurs. Et c'est vrai que Topfer est assez typique, d'ailleurs. Il a écrit, écrit et dessiné Voyage autour du Léman, qui est tout à fait charmant et intéressant. C'est aussi un personnage très important. J'aurais peut-être aussi dû l'intégrer, mais c'était déjà assez long comme ça. Il me semblait que c'est très difficile de faire des choix. Hein. Il y a tellement de choses qui ont été produites. Voilà. Peut-être moi, je vais me permettre juste c'est une question qui avait été posée, Antoine, je ne l'ai pas transmise, je m'en excuse. C'est une question qui avait été posée dans le formulaire d'inscription. Qu'en est-il de la sculpture? Alors, de la sculpture, je n'en ai pas parlé parce qu'il y a relativement peu de choses. Mais on peut faire allusion à Sissi, la statue de Sissi devant devant le beau rivage. Il y a Charlie Chaplin à Montreux, à Vevey plutôt. Il y a la fourchette à Vevey. Il y a Rousseau, évidemment, sur l'île Rousseau. Enfin, il y a des choses, mais qui ne sont pas directement liées au Léman, qui sont plutôt liées à l'histoire de la région. Enfin,
de nouveau, bien sûr, on peut s'intéresser, voir s'il y a d'autres. Il y a aussi la statue que personnellement, moi, j'aime pas du tout ce genre de statue, mais Freddie Mercury, je sais plus où il est exactement, c'est au-dessus de Vevey, je crois, une statue de Freddie Mercury. Sur les quais de Montreux. Montreux. Sur les quais de Montreux, oui. Sur les quais de Montreux, oui, c'est juste. Voilà, oui. Ouais. Non, ça, j'ai pas tellement regardé, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui est directement lié au léman, si vous voulez. C'est lié au personnage, plutôt. Merci. Voilà. On a encore une petite remarque dans le chat. Quelqu'un qui nous dit « Merci d'évoquer les peintres du lac du 20e, Sbinden et Roudneuf ». Oui. Oui, alors je ne sais pas s'ils sont dans ma liste. Là, j'en ai cité que quelques-uns. Mais là aussi, je n'ai pas tellement creusé le XXe siècle parce que la grosse production vraiment intéressante sur le plan aussi de la valeur des œuvres est quand même assez nettement, surtout ces courants artistiques qui ont tellement évolué. Quand vous voyez la différence entre un Kalam et un Kokoschka, vous vous rendez compte le chemin que ces artistes font, et notamment concernant des tableaux sur le Léman. Et il y en a bien d'autres. Hein. Oui, bien sûr, j'imagine que c'est difficile de faire un choix parmi toutes ces œuvres. Si je peux me permettre une remarque de mon côté, dans les auteurs contemporains, il y a aussi Alice Smith de la littérature anglophone qui a imaginé une rencontre entre Rilke, poète allemand, et Mansfield, qui ont tous deux habité aux abords de Montreux, et elle parle bien du lac aussi. C'est un roman. Je ne connaissais pas, donc merci de le signaler. Et puis, on le rajoutera peut-être dans la liste des œuvres, dans la bibliographie, où ils pourront savoir plus, pour que le replay soit un peu moins incomplet. Non, on ne peut pas rajouter après coup. Ah, on ne peut pas? Oh, zut. Bon. C'était juste pour parler aussi de littérature un peu étrangère. Oui, oui. Oui, bon, c'est vrai que moi, j'ai cité que Byron, ou bien ces écrivains comme Nabokov et d'autres qui sont venus au bord du Léman, mais qui viennent totalement ailleurs. Tout à fait. Y a-t-il d'autres... Ah, une question dans le chat qui vient d'apparaître. Ces belles œuvres sont-elles visibles dans des musées? Lesquelles? Donc, tout ce que j'ai... générale, les œuvres. Alors, les œuvres que j'ai présentées, les tableaux que j'ai présentés, oui, ils sont tous dans les musées. Et le tableau de Konradovich, il est au musée d'histoire naturelle. Donc, l'original est au musée d'histoire naturelle. À Genève. Pas au musée d'histoire naturelle, au musée d'art et d'histoire à Genève. Et puis, les autres, ils sont tous répartis dans des musées. Il y a peut-être un ou deux qui sont des collections privées, mais je ne crois même pas. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Si ce n'est pas le cas, non. Je vous présente du coup Antoine Virchow, parce que je n'ai pas pu le faire avant, mais qui d'autre a fait notre modérateur ce soir, et que je remercie. On le découvre passionné d'art et de littérature aussi. Oui, c'est intéressant. Notre civiliste actuel. Et j'allais dire, je pense que Raphaël, la prochaine fois que tu viens à l'ASL, tu pourras papoter un petit moment avec Antoine, n'est-ce pas? Du coup, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et d'avoir été intéressés par ce sujet effectivement passionnant. Je vous rappelle encore qu'on a plein et toujours d'informations sur notre site internet asleman.org, notamment notre trimestriel dont Raphaël est la rédactrice en chef depuis toujours. Non, pas toujours. Presque. Non, depuis la fin des années 90. Voilà, dont le numéro 100 qui traite... Oui, alors là, il n'y avait que des textes, il n'y a aucune explication des textes et des tableaux.
C'était bien mieux ce soir. Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des textes que j'ai pas cités et des tableaux que je n'ai pas montrés. Donc, vous pouvez consulter le manique, il est sur le site internet. Tout à fait. Et je vous rappelle également que l'ASL a toujours besoin de votre soutien si on a la chance de pouvoir offrir ces formats. C'est grâce justement au soutien de nos membres. Donc, je vous encourage, si ce n'est pas encore le cas, à être membre. La prochaine fois, ce sera après l'été, pour le prochain webinaire. Entre-temps, si vous ne savez que faire un jour de pluie, vous avez toujours les replays qui sont disponibles des anciens webinaires, dont le dernier de Christian Raymond, qui a pris la parole tout à l'heure, sur les barques latines, si vous l'avez manqué. C'est le moment d'aller les regarder. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite un excellent été. Une belle soirée. Merci. Belle soirée. Merci.